Si je vous disais qu'Amazon existait déjà près d'un siècle avant la naissance d'Internet, me croiriez-vous? Cela semble absurde, car nous pensons souvent que le commerce électronique n'est apparu qu'avec les ordinateurs, Internet et les boutons « acheter maintenant ». Mais en réalité, dès 1585, dans une ville industrielle du centre de la France, une entreprise permettait déjà à des clients situés à des centaines de kilomètres de choisir parmi des dizaines de milliers de produits, de commander à distance et de recevoir leurs marchandises directement chez eux. Pas de site web, pas de smartphone, pas même encore d'Internet. Tout se faisait par le biais d'un catalogue papier, de lettres de commande et du système postal. Cette entreprise s'appelait Manufrance. Pendant des décennies, Manufrance a bâti un réseau de vente couvrant toute la France, servant des millions de clients et fonctionnant selon les principes que les plateformes de commerce électronique modernes utilisent encore aujourd'hui. Alors, comment une entreprise aussi en avance sur son temps a-t-elle pu devenir un empire de la vente au détail aussi puissant, pour finalement décliner presque totalement? C'est l'histoire de Manufrance, une entreprise qui a prouvé que les fondements du commerce électronique existaient déjà il y a plus d'un siècle, bien avant que le monde ne connaisse Internet. Pour comprendre pourquoi Manufrance a pu créer un modèle de vente en avance sur son temps, nous devons revenir dans la France de la fin du 19e siècle. C'est une période où le pays traverse une forte vague d'industrialisation. Les usines surgissent partout, le réseau ferroviaire s'étend à travers tout le pays et le système postal se perfectionne, rendant le transport du courrier et des marchandises plus rapide que jamais. Cependant, ce développement est inégal. Les grandes villes industrielles ont accès à toutes sortes de produits, des vêtements aux outils de travail en passant par les vélos ou les fusils de chasse, tandis que les habitants des petites villes et des zones rurales dépendent encore principalement des magasins locaux, dont l'offre est limitée et les prix souvent plus élevés. Pour acheter un article spécifique, beaucoup doivent consacrer une journée entière, voire plusieurs, pour se rendre dans les grandes villes. C'est cet écart entre le lieu de production et le lieu de la demande qui a créé un problème que peu d'entreprises de l'époque savaient résoudre. Dans ce contexte, à Saint-Étienne, célèbre centre de métallurgie et de fabrication en France, deux entrepreneurs, Étienne Mimard et Pierre Blachon, voient une opportunité que d'autres n'ont pas saisie. Ils ne veulent pas seulement produire plus de marchandises, ils veulent les apporter à tout le monde, peu importe que le client vive en ville ou dans un village à des centaines de kilomètres de là. De cette idée apparemment simple, ils fondent en 1885 la manufacture française d'armes et cycles, plus connue sous le nom abrégé de Manufrance. À ses débuts, Manufrance ne différait pas beaucoup des autres entreprises industrielles françaises. La société se spécialisait dans la fabrication de fusils de chasse, de bicyclettes, d'outils mécaniques et de divers articles ménagers pour la vie quotidienne. La qualité de ces produits a permis à Manufrance de se forger rapidement une solide réputation, notamment dans le domaine des fusils de chasse, où la marque est devenue l'un des plus grands fabricants de France. Mais si elle s'était arrêtée à la production, Manufrance ne serait probablement qu'un nom prospère dans l'industrie mécanique, peu cité dans l'histoire des affaires. Ce qui a réellement distingué l'entreprise, c'est sa méthode de vente. Au lieu d'attendre que les clients viennent au magasin, Manufrance a décidé d'apporter le magasin chez le client. C'était une idée audacieuse à la fin du 19e siècle, alors que la majeure partie du commerce se faisait encore en face à face. L'entreprise a commencé à compiler des catalogues imprimés avec des illustrations, des informations techniques et les prix détaillés de chaque produit. Ces catalogues étaient envoyés par la poste dans toute la France, permettant aux clients, où qu'ils soient, de consulter l'intégralité de l'inventaire sans avoir à mettre les pieds à Saint-Étienne. Une fois l'article choisi, il leur suffisait de remplir un bon de commande, de le renvoyer par courrier et d'attendre que la marchandise soit livrée à domicile. Aujourd'hui, ce processus semble très familier. Nous ouvrons un site web, consultons les produits, cliquons sur le bouton de commande et attendons que le transporteur livre à notre porte. Il y a plus de 100 ans, Manufrance appliquait presque exactement ce même processus, à la différence près que le site web était remplacé par un catalogue papier, le clic par une lettre et Internet par le système postal. Par essence, les principes fondamentaux du commerce électronique moderne existaient bien avant que le monde n'entre dans l'ère numérique.
L'idée de la vente par catalogue a rapidement prouvé son efficacité au-delà de toutes les attentes. De simple fabricant, Manufrance s'est progressivement transformé en une gigantesque machine de vente, au détail d'une ampleur rarement vue en Europe à l'époque. Chaque année, l'entreprise publiait des catalogues de plus en plus épais, présentant environ 30 000 articles, allant des fusils de chasse aux vélos, machines à coudre, montres, outils de jardinage, meubles, vêtements et de nombreux autres produits du quotidien. Pour de nombreuses familles françaises, le catalogue Manufrance n'était pas seulement une liste de prix, mais un véritable grand magasin miniature où l'on pouvait découvrir presque tout ce dont on avait besoin sans quitter sa maison. À son apogée, environ 1,5 million de foyers à travers la France recevaient le catalogue de l'entreprise. Derrière chaque commande se trouvait un système opérationnel colossal. Manufrance a construit un complexe de production d'environ 125 000 m² à Saint-Étienne, employant plus de 4 000 personnes et exploitant un réseau de 64 magasins et agences à travers le pays. Chaque année, près de 20 000 tonnes de marchandises étaient emballées et expédiées aux clients via le système postal et ferroviaire. Dans le secteur des fusils de chasse, Manufrance produisait autrefois environ 65% de la production totale de la France, dominant presque entièrement le marché. Avec le recul d'aujourd'hui, Manufrance n'était pas seulement un fabricant ou un détaillant. L'entreprise avait mis en place une chaîne d'approvisionnement presque entièrement intégrée, de la conception et la fabrication des produits à la promotion par catalogue, la réception des commandes, la gestion des stocks, l'emballage et la livraison finale aux clients. Si l'on remplaçait le catalogue par un site web, la lettre de commande par un formulaire en ligne et la poste par des entreprises de logistique modernes, le modèle de Manufrance ne différerait guère du fonctionnement des plateformes de commerce électronique actuelles. C'est pourquoi de nombreux chercheurs considèrent Manufrance comme l'un des exemples les plus emblématiques du modèle de vente à distance avant l'ère d'Internet. Cependant, comme pour beaucoup d'autres géants de l'histoire, la taille qui faisait autrefois la force de Manufrance est progressivement devenue un fardeau. Lorsque le contexte économique a changé, cette machine colossale a commencé à montrer ses premières fissures. Le grand tournant a eu lieu au début des années 1970. Après le choc pétrolier de 1973, l'économie mondiale est entrée dans une période de récession prolongée. Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche, l'inflation a explosé et le pouvoir d'achat des consommateurs a considérablement diminué. Les entreprises ayant des coûts d'exploitation élevés ont commencé à subir de lourdes pressions et Manufrance n'a pas fait exception. Le modèle qui avait permis à l'entreprise de croître de manière spectaculaire révélait désormais de nombreuses faiblesses. Avec des dizaines de milliers d'articles au catalogue, Manufrance devait maintenir des stocks massifs, ce qui signifiait qu'une quantité énorme de capital était constamment immobilisée dans les entrepôts. En période de croissance, ce n'était pas un problème car les ventes suffisaient à couvrir les coûts. Mais lorsque la demande du marché a stagné, que les marchandises se sont vendues plus lentement, les flux de trésorerie ont commencé à diminuer alors que les coûts d'exploitation restaient très élevés. Parallèlement, de nombreuses lignes de production étaient devenues obsolètes face à la concurrence de plus en plus vive des fabricants nationaux et étrangers. Le coût de la main-d'œuvre en France continuait d'augmenter, réduisant progressivement l'avantage concurrentiel de Manufrance. Au lieu de ne concurrencer que les fabricants traditionnels, l'entreprise devait désormais faire face à des sociétés plus agiles, concentrées sur des groupes de produits spécifiques et dotées de structures de coûts plus faibles. Dans un effort pour restructurer ses opérations, Manufrance a décidé de transférer son centre de traitement des commandes par correspondance vers le quartier de Molina. Cependant, la transition ne s'est pas déroulée comme prévu. Le nouveau système a connu de nombreux dysfonctionnements. Le traitement des commandes a été interrompu et les délais de livraison se sont allongés. Au moment même où l'entreprise avait besoin de maintenir son chiffre d'affaires pour améliorer sa trésorerie, ces incidents ont réduit l'efficacité opérationnelle et érodé la confiance des clients. Alors que les ventes chutaient, que la trésorerie s'affaiblissait et que les coûts ne cessaient de grimper, Manufrance a été entraînée dans une spirale dont il devenait de plus en plus difficile de sortir. L'entreprise avait besoin de capitaux supplémentaires pour maintenir ses activités, mais la dégradation de sa situation financière rendait la levée de nouveaux fonds extrêmement difficile. Les rouages qui s'étaient coordonnés harmonieusement pendant des décennies se brisaient les uns après les autres, poussant l'un des plus grands empires de vente par correspondance d'Europe au bord de la crise. À la fin des années 1970, la crise de Manufrance n'était plus seulement le problème d'une entreprise,
mais un événement suivi par toute la France. La société accumulait les pertes, sa trésorerie était à sec et elle faisait face à un risque imminent de faillite. Des milliers d'emplois à Saint-Étienne étaient menacés, tandis que les autorités locales, les syndicats et le monde politique cherchaient tous un moyen de sauver l'un des plus anciens symboles industriels de France. De nombreux plans de restructuration ont été proposés, mais aucun n'a réussi à résoudre les difficultés financières et structurelles fondamentales du modèle économique. C'est dans ce contexte que l'homme d'affaires Bernard Tapie est apparu avec l'ambition de reprendre et de redresser Manufrance. À l'époque, Tapie était déjà célèbre pour racheter des entreprises en difficulté afin de les restructurer et de les relancer. Il a proposé un plan pour sauver Manufrance et maintenir la marque. Cependant, le plan n'a finalement pas pu être mis en œuvre comme prévu. Des litiges concernant le contrôle des actifs, combinés à une situation financière devenue trop critique, ont fait échouer la transaction. La dernière chance de ranimer Manufrance s'est envolée. Après des années de lutte contre les dettes, de restructuration et de procédures judiciaires prolongées, l'empire qui dominait autrefois la vente par correspondance en France s'est officiellement désintégré. Les activités de production à grande échelle ont cessé, de nombreux actifs ont été vendus ou transférés, des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi et le complexe industriel qui faisait la fierté de Saint-Étienne a perdu son rôle d'antan. La chute de Manufrance n'a pas été le résultat d'une seule mauvaise décision ou d'une crise passagère. C'était la conséquence de plusieurs facteurs conjugués. Un modèle économique de plus en plus difficile à adapter au nouveau contexte, des coûts d'exploitation colossaux, des difficultés financières, des problèmes de gouvernance et des décisions de restructuration qui n'ont pas porté leurs fruits. Pour les habitants de Saint-Étienne, la disparition de Manufrance ne signifiait pas seulement la perte d'une grande entreprise, mais marquait la fin d'un symbole lié à la ville depuis près d'un siècle. Bien que l'empire industriel Manufrance n'existe plus, le nom n'a pas totalement disparu. Après plusieurs changements de propriétaires, la marque Manufrance a été maintenue et continue d'apparaître sur le marché, bien qu'à une échelle beaucoup plus réduite que lors de son âge d'or. Aujourd'hui, Manufrance vend principalement des produits pour la chasse, la pêche, la coutellerie, les articles ménagers et les activités de plein air. Il est intéressant de noter que l'entreprise conserve un modèle de vente à distance, combinant le catalogue traditionnel et un site web moderne. La technologie a changé, mais le principe commercial de base reste presque identique à celui d'il y a plus d'un siècle. Présenter les produits, recevoir les commandes, les traiter de manière centralisée et livrer directement aux clients. C'est ce qui fait de Manufrance un exemple particulier dans l'histoire de la vente au détail. L'entreprise n'a pas inventé le commerce électronique au sens moderne, mais elle a prouvé que les principes fondamentaux de ce modèle pouvaient fonctionner efficacement bien avant l'apparition d'Internet. En réalité, de nombreux éléments que nous considérons comme caractéristiques des plateformes de commerce électronique d'aujourd'hui, du vaste catalogue de produits à la vente à distance, en passant par la gestion centralisée des commandes et la livraison à domicile, étaient déjà présents dans le modèle de Manufrance dès la fin du XIXe siècle. Internet n'a pas créé cette idée, il l'a simplement rendue plus rapide, moins chère et capable de s'étendre à l'échelle mondiale. L'histoire de Manufrance offre également une leçon familière dans l'histoire des affaires. Être en avance sur son temps ne garantit pas un succès éternel. Une entreprise peut posséder une idée brillante, construire un modèle pionnier et atteindre une taille colossale, mais si elle ne s'adapte pas à temps au changement de l'environnement commercial, l'avantage d'hier peut devenir le fardeau d'aujourd'hui. Peut-être que le plus grand héritage laissé par Manufrance ne réside pas dans ses fusils de chasse, ses bicyclettes ou les dizaines de milliers de produits qui figuraient autrefois dans ses catalogues, mais dans une idée qui a devancé son époque. Avant qu'Amazon, Alibaba ou toute autre plateforme de commerce électronique ne soit connue du monde, Manufrance avait prouvé que l'on pouvait parfaitement faire ses achats sans jamais mettre les pieds dans un magasin. Et c'est cet héritage qui fait que le nom de Manufrance est encore cité dans l'histoire des affaires aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Saint-Étienne, vous ne verrez plus la gigantesque machine industrielle qui a fait la renommée de Manufrance. Les lignes de production se sont arrêtées depuis longtemps et l'empire de la vente par correspondance qui servait des millions de clients appartient désormais à l'histoire. Cependant,
le nom Manu France subsiste. Après plusieurs transferts de propriété, la marque continue d'être utilisée pour des produits de chasse, de pêche, de coutellerie, d'articles ménagers et de loisirs de plein air. L'échelle n'est plus la même, mais il est fascinant de voir que l'entreprise maintient la vente à distance, alliant catalogue traditionnel et site web moderne. C'est comme si, après plus d'un siècle, l'idée qui a fait le succès de Manu France n'avait jamais disparu, mais avait seulement changé de mode opératoire pour s'adapter à l'ère nouvelle. C'est peut-être là le plus grand héritage de Manu France. On pense souvent que le commerce électronique est un produit de l'ère Internet. Mais l'histoire de Manu France montre le contraire. Les principes de base, exposition des produits, prise de commande à distance, traitement centralisé et livraison à domicile, étaient appliqués dès la fin du XIXe siècle. Internet n'a pas inventé ce modèle. Il l'a simplement numérisé et étendu à une vitesse sans précédent. L'histoire de Manu France rappelle aussi qu'en affaires, l'innovation n'est pas une destination finale. Une entreprise peut être en avance sur son temps, bâtir un modèle révolutionnaire et dominer le marché pendant des décennies. Mais si elle ne continue pas à s'adapter aux changements de son environnement, les avantages même qui l'ont porté au sommet peuvent devenir les causes de son déclin. Aujourd'hui, chaque fois que nous ouvrons une application de shopping, parcourons des milliers de produits, cliquons sur commander et attendons notre colis, peu de gens réalisent qu'il y a plus de 100 ans, des millions de Français vivaient un processus presque identique. La seule différence est qu'au lieu d'un écran tactile, ils tenaient un catalogue papier, au lieu d'Internet, ils envoyaient une lettre. Et au lieu de centres de données, tout fonctionnait grâce à l'effort humain, au rail et au système postal. L'histoire de Manu France n'est donc pas seulement celle d'une entreprise qui a réussi puis échoué. C'est l'histoire d'une idée qui a devancé son temps de plusieurs décennies, prouvant que les fondations du commerce électronique moderne ont été posées bien avant l'ère numérique. L'histoire des affaires est souvent racontée à travers les noms qui dominent le marché actuel. Amazon, Apple, Google ou Alibaba. Mais derrière chaque géant se cachent des pionniers qui ont posé les premières pierres, même si la plupart ont été oubliés par le temps. Manu France est l'un d'entre eux. La société n'a pas créé Internet. Elle n'a pas inventé le commerce électronique au sens moderne. Mais Manu France a prouvé que l'on pouvait acheter sans entrer dans un magasin et qu'une entreprise pouvait servir des clients à l'échelle nationale grâce à un système de vente à distance bien organisé. C'était une idée audacieuse en 1885 et c'est encore le socle sur lequel les plateformes de commerce électronique se développent aujourd'hui. Peut-être que le plus mémorable concernant Manu France n'est pas la chute d'un empire, mais la leçon qu'il nous laisse. En affaires, la technologie peut changer, les modes de communication peuvent évoluer et de nouveaux outils apparaîtront sans cesse. Mais les principes fondamentaux créant de la valeur pour le client existent parfois depuis très longtemps. Ce qui fait la différence n'est pas toujours l'idée nouvelle, mais la capacité à s'adapter continuellement à un monde en mutation. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis que les premiers catalogues Manu France ont été envoyés aux familles françaises. Aujourd'hui, ces catalogues ont été remplacés par des sites web et des applications mobiles. Les lettres de commande ont cédé la place à quelques pressions sur un écran. Mais sur le fond, le voyage du vendeur à l'acheteur est resté presque inchangé. C'est pourquoi l'histoire de Manu France reste pertinente aujourd'hui. Car parfois, pour comprendre où va l'avenir, nous devons regarder les idées qui ont émergé il y a plus d'un siècle. Manu France n'est pas la seule entreprise à avoir devancé son temps pour ensuite être oubliée par l'histoire. Tout au long de plus de 2 siècles de développement industriel, de nombreuses entreprises ont créé des idées révolutionnaires qui façonnent notre façon de vivre et de travailler aujourd'hui, mais n'ont finalement pas pu survivre aux fluctuations du marché. Leur histoire nous rappelle que l'histoire des affaires n'est pas seulement écrite par les vainqueurs, mais aussi par les pionniers. Ce sont eux qui testent de nouveaux modèles, acceptent de grands risques et posent les jalons pour les générations futures. Et qui sait, la prochaine fois que vous commanderez un article en quelques clics sur votre téléphone, vous vous souviendrez peut-être qu'il y a plus de 100 ans, une entreprise en France faisait presque la même chose avec des catalogues papier et des lettres envoyées par la poste. C'était Manu France, un nom qui n'est peut-être plus aussi célèbre qu'Amazon, mais qui mérite certainement une place dans l'histoire du commerce moderne. Il y a une chose intéressante à propos de l'histoire. Nous ne nous souvenons souvent que des vainqueurs finaux.
Quand on parle de commerce électronique, le monde pense à Amazon. Quand on parle de smartphone, on pense à l'iPhone. Mais derrière chaque révolution, il y a toujours des pionniers apparus bien avant. Ils peuvent ne plus exister, voire être oubliés, mais ce sont eux qui ont prouvé qu'une idée apparemment impossible était tout à fait réalisable. Manufrance était l'une de ces entreprises. Dès 1885, alors que la plupart des transactions se faisaient encore directement en magasin, ils ont bâti un système permettant à des millions de personnes de choisir, de commander et de recevoir des produits à distance. Plus d'un siècle plus tard, le monde appelle cela le commerce électronique. L'histoire de Manufrance nous rappelle que les technologies qui changent le monde ne commencent souvent pas par une invention totalement nouvelle. Elles évoluent à partir d'idées testées pendant des années, voire des décennies. Internet n'a pas changé la nature du commerce. Il a seulement rendu un modèle préexistant plus rapide, moins cher et capable de servir des milliards de personnes. Ainsi, si un jour vous ouvrez votre téléphone, commandez un article et le recevez quelques heures plus tard, souvenez-vous que derrière cette expérience apparemment très moderne se cache une histoire commencée à la fin du 19e siècle, avec un catalogue papier, une lettre de commande et une entreprise nommée Manufrance. C'est la preuve que parfois, les plus grandes idées ne naissent pas dans leur propre époque, mais attendent simplement une ère technologique capable d'exploiter tout leur potentiel. Lorsque les dernières pages du catalogue Manufrance se sont refermées, c'est un chapitre important de l'histoire mondiale, de la vente au détail qui s'est achevé. L'empire qui a apporté des marchandises à des millions de foyers français n'a pas pu surmonter les bouleversements de son temps, mais l'idée qu'il poursuivait n'a jamais disparu. Elle continue de vivre sous une autre forme. Aujourd'hui, nous appelons cela le commerce électronique. Chaque clic, chaque commande en ligne et chaque colis livré à domicile fait partie d'une chaîne d'évolution s'étendant sur plus d'un siècle. La technologie a changé, la vitesse a changé, l'échelle a changé, mais le principe fondamental est de rester presque intact. Aider l'acheteur à accéder plus facilement aux marchandises, où qu'il soit. C'est peut-être ce qui rend Manufrance si spéciale. Elle n'était pas la plus grande entreprise de l'histoire, ni celle qui a duré le plus longtemps. Mais elle a été l'une des premières à prouver que la distance entre le vendeur et l'acheteur pouvait être abolie par un système intelligemment organisé. C'était une idée audacieuse en 1885 et elle reste le fondement du commerce de détail mondial au XXIe siècle. L'histoire favorise souvent les noms qui subsistent. Mais pour comprendre pourquoi le monde fonctionne ainsi aujourd'hui, nous devons parfois regarder vers les entreprises disparues, car tous les pionniers ne deviennent pas les vainqueurs finaux. Beaucoup ouvrent la voie pour que les générations suivantes aillent plus loin. Et c'est sans doute la manière la plus juste de se souvenir de Manufrance. Pas seulement comme un fabricant de fusils ou de vélos, pas seulement comme un empire de la vente par correspondance ayant dominé la France, mais comme une entreprise en avance sur son temps, ayant posé les premières pierres de la consommation moderne. Plus de 140 ans après sa fondation, le nom de Manufrance n'apparaît peut-être plus à la une des journaux ou dans la liste des plus grands groupes mondiaux. Mais chaque fois qu'une commande est passée en quelques touches sur un écran, son histoire se poursuit silencieusement. Et c'est sans doute là l'héritage le plus durable qu'une entreprise puisse laisser. Manufrance a été l'une des entreprises les plus admirées de France. De fabricants de fusils de chasse et de bicyclettes, ils ont bâti un système de vente à distance servant des millions de clients à travers tout le pays, à une époque où Internet n'était même pas imaginable. Ils ont prouvé que l'on n'avait pas nécessairement besoin d'entrer dans un magasin pour faire ses achats et que la distance géographique pouvait être effacée par un modèle commercial organisé efficacement. Bien que cet empire n'ait finalement pas pu survivre aux fluctuations économiques et aux changements du marché, les idées que Manufrance défendait n'ont jamais disparu. Elles ont simplement été héritées, améliorées et élargies grâce aux nouvelles technologies. Le catalogue papier est devenu un site web, la lettre de commande est devenue une commande en ligne et le système postal a été remplacé par des réseaux logistiques modernes. La technologie a changé presque tous les outils, mais la nature du lien entre le vendeur et l'acheteur reste la même. L'histoire retient souvent les entreprises qui dominent le présent, mais pour comprendre pourquoi le monde fonctionne ainsi aujourd'hui, nous devons aussi regarder les pionniers qui ont posé les fondations bien avant. Manufrance n'est peut-être pas le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle de commerce électronique,
Mais c'est certainement l'une des premières entreprises à avoir prouvé qu'un modèle de vente à distance pouvait fonctionner à l'échelle nationale. Peut-être que le plus grand héritage de Manufrance ne réside pas dans ses usines de centaines de milliers de mètres carrés, ses catalogues de centaines de pages ou les millions de produits vendus. Cet héritage réside dans une idée qui a devancé son temps de plus d'un siècle. L'idée que n'importe qui, n'importe où, peut accéder aux marchandises dont il a besoin sans être limité par la distance. Et qui sait, la prochaine fois que vous ouvrirez votre téléphone, choisirez un article et appuierez sur le bouton « Commander ». Vous vous souviendrez peut-être que ce voyage n'a pas commencé avec Internet ni avec Amazon. Il a commencé en 1885, dans une ville industrielle de France, avec un catalogue papier et une entreprise nommée Manufrance. Domani.